Salut et bienvenue dans Long Live, le débrief. Une semaine sur deux, c'est le concept de ce débrief. On revient avec David Ordonneau, qui est journaliste et producteur de ce podcast, sur l'interview de la semaine précédente. Un expert, un mentor. En l'occurrence, nous avons reçu Paul Klotz, qui est donc expert en santé publique et qui travaille à l'Institut Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, pour inciter les politiques à prendre de meilleures décisions. Nous sommes ici chez Wojo, un espace de coworking à Saint-Lazare, en plein centre de Paris, où nous travaillons avec mon équipe depuis bientôt 1 an et demi, et on les remercie de nous accueillir. Et avant de démarrer ce débrief, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner à ce podcast, soit sur la plateforme d'écoute de podcast que vous préférez, ou bien sur ma chaîne YouTube. Ça nous aide énormément à nous développer, à avoir plus d'audience et donc véhiculer tous les messages incroyables des experts que l'on reçoit. Donc je vous remercie, ça vous coûte rien, un petit clic d'abonnement et même carrément actionner la cloche pour être sûr de bien recevoir toutes nos vidéos chaque semaine. Générique et on y va. Alors David Paul Klotz, pour moi, j'espère, est le futur président de la République. C'est son projet. Oui. Ouais. Non, ça, Si. non, en vrai, ça fait du bien. On y croit. Non, mais ça fait du bien. De montrer que, en fait, en vrai, souvent les jeunes, on n'expose pas trop leurs paroles. Et Paul Klotz, je sais pas quel âge il a, mais il est plus jeune, un peu plus jeune que nous, clairement. Oui. Et clairement, c'est quelqu'un qui résonne particulièrement bien. C'est ce qu'on appelle la tête bien faite, quoi. Et puis qui a plein d'infos à nous donner. Donc c'est sûr que quand on le voit arriver avec son costume, en tout cas, il a une apparence, voilà, ce look. Il est déjà présidentiable, on y va. Je sais pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir. C'est une chouette incarnation de la politique, moi je trouve. Ouais. C'est enthousiasmant. Tout à fait. Même si ça reste quand même des gens qui ont l'habitude de manier un discours et une manière de le formuler, voilà, qui est celui de ce milieu-là. Mais non, chouette énergie, ça fait du bien. Puis surtout, il sait un max de trucs. Absolument, c'était vraiment très intéressant. Donc sur la sédentarité, l'activité physique qui est différent de le fait de n'être ou pas sédentaire. Ça, c'était vraiment très intéressant. Je pense que ces chiffres à rappeler, 7 heures par jour assis ou à demi allongé, en dehors du sommeil, c'est de la sédentarité. Et il faut casser absolument ces moments-là de se lever, faire un petit tour. C'est primordial. C'est ça. On est sédentaire à partir de 7 heures par jour. Voilà. Et en moyenne, c'est 12 heures pour les cadres qui sont devant des ordinateurs. Là. C'est ça. Et donc oui, c'est ce que vous avez dit au début. C'est qu'en fait, il faut s'attaquer à ces périodes de sédentarité comme quand on est assis, en les morcelant, en essayant de les casser, en se levant régulièrement, en faisant des choses. 12 heures par jour, j'ai halluciné. Pour les gens qui travaillent au bureau, ils ont une attitude sur la journée en étant éveillés. On se parle évidemment jamais du sommeil, mais en étant éveillé, 12 heures à ne rien, le cul assis ou... Mais c'est là que tu te dis, les problèmes de dos, de bassin, de genoux, de cheville, mais bien sûr que ça vient de là. Et malheureusement, et c'était dans son propos, les gens ont tous peur d'avoir mal à cause du sport et pas d'être assis, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est parce que quand l'être humain est confronté à une pratique dont l'incidence est long-termiste, parce que tu le vois pas ton mal de dos arriver en fait. Tu vois, c'est comme une drogue dont tu vois pas les méfaits ou dont tu ne les vois pas immédiatement. Tu te dis, c'est pas grave, je peux continuer à fumer, j'ai fumé une cigarette il y a 10 minutes, je peux en fumer une deuxième. Mais oui, sauf qu'on sait comment ça termine. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et il y a un truc, tu parles de ces heures justement qui sont, moi, que j'ai trouvé édifiant et qu'il a dit dès le début, c'est que si on voulait annuler les effets d'une sédentarité, toutes les conséquences que ça a sur nos corps, si on voulait juste annuler ça, il faudrait faire à minima 1h30 de sport tous les jours pour être à niveau, c'est-à-dire pour lutter contre les conséquences de la sédentarité. Ce qui est évidemment très difficile. Mais personne ne fait ça. Déjà, 1h30 par semaine, personne ne le fait. Très très peu de gens, assez peu malheureusement. Mais moi, je suis pas à 1h30 par jour. Mais t'imagines ? C'est-à-dire que même toi... Mais par contre, je suis assise, je pense, 7 heures par jour. Même facile. Toi. Mais après, j'essaye de breaker, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas du tout à 1h30 de sport par jour. Non, mais ça en dit long sur la prise de conscience qu'on doit avoir de son état et de ce qu'on fait de nos journées.
Et il disait un autre truc aussi, c'est que il y a un fait de société qui est plutôt contemporain, enfin assez actuel, c'est qu'il y a des gens qui sont un petit peu, comment dire, ils se mettent à faire du marathon, ils se mettent à faire de la course et ils comprennent pas qu'en fait, alors qu'ils courent des marathons 50 km par semaine, qui sont victimes de la même manière de la sédentarité. Entre guillemets, il vaut mieux se lever toutes les demi-heures, finalement, hein, je caricature le propos, hein, et tu vois, se bouger, faire quelques étirements, hein, que en fait faire 7 heures de machin et se faire des breaks où on va courir pendant 3 heures ou machin, parce que ça réduit pas les conséquences néfastes de la sédentarité. En réalité, c'est 2 facteurs de risque différents. Donc en fait, la sédentarité, le fait d'être assis plus que 7 heures par jour, et l'activité physique sont 2 facteurs de risque différents. Comme on peut dire la cigarette, c'est un facteur de risque différent de la pollution, qui est un facteur de risque différent de manger trop sucré, par exemple. Donc en fait, il y a plein de facteurs de risque pour la santé. Donc la sédentarité et l'activité physique sont 2 choses presque à part, en fait. Il faut les prendre en considération, les deux. Les donc deux ont leur importance. 2 heures tous les week-ends ou 1 heure 3 fois par semaine. Que ça compense tes 10 heures assis par jour. Dingue. Il faut marcher toutes les... Et ça, les gens ont du mal à prendre conscience, en fait. Parce qu'en fait, on coche une case en se donnant bonne conscience. Et moi, le premier, en me disant, je cours 2-3 fois par semaine. Donc, j'ai pas besoin de faire mes 7000 pas, là. Mais non, mais en fait, si tu restes... Si. Si. Ça n'a rien à voir. Et alors là, pas vous, parce que je sais que l'audience ici est souvent déjà convaincue. Donc non, mais souvent, quand on dit ça, t'as la levée de bouclier de « je peux pas, j'ai pas le temps ». Nanani, bullshit, ça. Moi je peux le dire parce que je suis pas à ta place, mais tu le dis aussi d'ailleurs. Moi je veux le dire, j'ai rien à faire. C'est de la connerie ça. En fait, si tu dois faire, tu fais. Tu ne te dis pas vis-à-vis de tes enfants, je suis désolé, je peux pas leur faire à manger parce que j'ai pas le temps. Je sais pas, moi je pense qu'il faudra qu'on réinvite Paul Klotz parce que déjà on apprécie tout ce qu'il nous dit, mais parce qu'il a fait un travail. Team Paul Klotz. Votez Paul Klotz. J'ai été starstruck, hein. Mais non, parce qu'il fait un travail en ce moment. Il va rendre bientôt une prochaine note pour la Fondation Jean Jaurès, justement sur le manque de temps libre. Ouais, c'est vrai. Donc ça sera hyper intéressant de suivre son propos. Je le reposterai quand je pourrai là sur ma newsletter. Et abonnez-vous à ma newsletter pour voir ce qu'il nous en dit. Parce que malgré tout, c'est quand même un fait de société. Bien sûr. Les gens, tout le monde disent qu'ils n'ont pas le temps. Alors, comme nous disait d'ailleurs Boris Cheval, les gens n'ont jamais aussi peu travaillé en termes de temps horaire. Donc en réalité, ce temps libre, il est où ? Non, mais ça, je suis d'accord. Il y a quand même quelque chose. C'est évident, sauf que pour autant, c'est pas un argument. Moi, j'ai 2 enfants, je travaille à peu près 6 jours sur 7, quand c'est pas 7. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de faire du sport, je l'ai trouvé. Et bizarrement, c'est comme la semaine de 4 jours. Hein. Si on t'enlève une journée de travail là, pour les gens qui sont dans des bureaux, machin truc, bizarrement, toutes les expériences le montrent. Hein. T'enlèves une journée de travail à quelqu'un qui bosse 5 jours, il fait le même taf en 4. C'est juste de l'organisation, hein. C'est juste qu'on a des habitudes et c'est normal, c'est difficile de... Mais à un moment, si tu décides de faire 1 heure tu le trouves ce temps, tu le trouves. Si on te demande de faire l'impasse sur un truc ou de te réorganiser, en fait, c'est toujours possible, toujours. Moi, je suis d'accord, mais j'arrive plus à le dire parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je le dis, j'ai tellement de levées de boucliers qu'il doit quand même y avoir quelque chose que je ne saisis pas. Mais je le comprends, parce que c'est toujours pareil, ça paraît facile à dire parce que les gens, en fait, de la même manière, je me mets dans le truc, hein. Quand t'as ton quotidien, t'es englué dans le truc, t'as la pression, faut que t'ailles chercher tes enfants à l'école, que tu les amènes, que tu penses à la piscine, à préparer le sac, c'est juste les enfants. Après t'as ton boulot, t'as ton boss qui machin truc et tout, faut que tu fasses 1 heure sup. Mais attends, mais comment tu fais parce que t'as la nounou qui t'attend, la charge mentale. Mais il faut que tu prépares le truc, t'as la lessive, t'as machin. Putain, faut que j'aille faire les courses, j'ai pas fait les courses, on a plus de trucs. Qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir? Boum boum boum. Des pâtes. Et là, non mais voilà. Et là il y a une petite voix qui arrive qui dit, tu devrais faire du sport quand même. Putain, mais celle-là t'as envie de l'attraper, de lui en foutre une. Mais si ça vient de toi et tu te dis, en fait c'est quoi? En fait tous les matins ou entre midi et 2, je vais aller courir 1 heure. Je vais le faire. Point. Je vais le faire. Et bizarrement, tout s'aligne. Parce que si tu as décidé que tu allais le faire, tout s'aligne. Tu trouves les moyens de le faire en fait. Voilà. Tu vas bosser un peu plus vite que ça. Tu vas refuser une pause café avec machin. En fait, au lieu de faire 4 déj avec tes collègues, tu vas en faire que 3. Tu te feras peut-être pas 4 cantines. T'es pas obligé de faire 4 cantines ou 5 cantines dans la semaine. Tu peux en louper une et aller courir. Non mais franchement, hein, en fait, on se trouve des excuses parce que c'est difficile de remettre en... T'es pressé du coup. Est-ce qu'on donne le job de coach sportif à David en fait? C'est bon, on peut lui donner. Est-ce que tu veux travailler pour mon application? Je cherche des coachs pour travailler avec moi. Non mais c'est un fait. À partir du moment où on décide de faire quelque chose, on aligne les choses. Encore une fois,
quand un enfant débarque dans ta vie et tu vois ce que c'est que ce truc, en fait, tu te dis toujours qu'est-ce que je faisais avant de tout ce temps. Mais complet. Et si tu y penses rétrospectivement, tu te dis mais comment je vais faire pour faire tout ça ? Spoiler, on y arrive. Donc si on y arrive pour ça, trouver le temps pour les courses, les nannis, les nanas, les écoles, les machins, alors qu'avant on l'avait pas et on se sentait déjà parfois débordé, c'est que c'est possible. À partir du moment où on décide qu'il faut le faire, sauf que l'enfant s'est imposé, donc, mais c'est une belle leçon pour le coup. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut, il suffit de le décider. Belle digression. Non mais il n'y a pas de débat là. Pour moi, on en est qu'au début de tes notes. Non, pas du tout. Parce que du coup, on a dit plus court les débriefs, David. Il y a un business de la sédentarité. Ça, c'est alors une punchline. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est une punchline un peu provocante qui attire l'attention et qu'il a bien, pas nuancé, mais qu'il a bien expliqué. C'est pas qu'il y a des gens qui sont nés. Mais de fait, cette attitude fait qu'il y a des entreprises qui prospèrent sur cette situation. Il parlait de Netflix. Mais on s'en rend pas Prime, du tout compte. Mais c'est-à-dire que si on se bougeait un peu plus le cul, on serait moins dans nos canapés à regarder. À et pas que Prime, mais parce qu'aussi les livraisons de nourriture à domicile, tout ce qui nous pousse en fait à être de plus en plus sédentaires. Et ça, c'est un cercle vicieux. Et c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui surfent sur ce constat. On peut pas en vouloir aux entreprises parce que c'est comme ça, elles sont parties de cet état de fait. Mais c'est un peu du coup un cercle vicieux qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que plus on est sur Netflix, moins on bouge, plus on va sur Netflix. Mais il y a un réel besoin de prendre conscience de la chose, et du coup de soit réguler, soit taxer, soit prendre des mesures pour que soit ces entreprises coopèrent aux finances qui sont nécessaires pour réparer le mal qu'elles font, ou bien réguler leur utilisation. C'est sûr qu'il y a un besoin énorme de prise de conscience complète. Ouais, et ça c'est hyper important et c'est hyper intéressant. J'ai adoré ce moment, c'est parce qu'il dit aussi c'est une prise de conscience politique. Sachant qu'il y a des profits, on peut pas dire à Netflix vous êtes gonflés, vous faites des profits. Non, et puis ils ont le droit d'entreprendre, ils ont le droit de faire leur business à partir du moment où ça contrevient pas à des notions de santé, de choses comme ça. C'est leur business. Business is business. Voilà, ok. En revanche, il faut avoir conscience que ces comportements-là, ils créent des déséquilibres qui, eux, vont être amortis par des dépenses sociales. Et donc par notre argent, par l'État qui va, de fait, après, via des dépenses de santé notamment, contrebalancer les effets de la sédentarité. Il a donné des chiffres pour les finances publiques. Tu te rends compte ? 17 milliards par an, ça coûte 17 milliards par an de contrebalancer le fait que les gens ne fassent pas de sport. La sédentarité ? Non, la sédentarité, c'est 140 milliards. Ouais, pardon. La sédentarité, c'est 140 milliards par an. Ouais. Par an, 140 milliards. Donc là, ils sont tous là à chercher 44 milliards dans les fonds de tiroir. Là, c'est pas que les dépenses publiques, c'est aussi l'effet que ça fasse moins produire aussi. C'est une sorte de PIB. Mais c'est quand même énorme. Ouais. Donc, même si c'est pas 140 milliards, même si c'est que la moitié, c'est quand même 70 milliards. Donc, c'est déjà énorme. Et donc, le fait que les gens ne fassent pas de sport, c'est 17 milliards par an de dépenses de sécurité sociale. Donc, les économies que ça ferait faire. Il a même donné un autre chiffre, c'est quand on met 1 euro dans le sport, en fait, on fait 13 à 17 euros d'économie de dépenses publiques. Mais il n'y a aucun rendement comme ça. Non. Ça n'existe pas. Dingue. C'est hallucinant. D'où l'intérêt de remettre le sport au centre aussi d'un quotidien, d'une attitude de vie. Vous avez parlé de la prescription, pourquoi pas du sport, d'en faire quelque chose. Alors, vous avez parlé de ça, de la prescription du sport par les médecins, par exemple. Et lui, il va plus loin, il dit on pourrait permettre aux gens de financer leur inscription dans un club sportif. En gros, tu vas chez le médecin, tu as un problème, il dit mais très bien, je vais vous prescrire de la natation. Et en fait, vous allez pouvoir aller au club de machin. Et en fait, c'est l'État qui va prendre en charge votre inscription. Il parle de hauteur de 100 euros. Souvent, les adhésions, c'est plus cher que ça. Moi, je vois pour mes enfants, c'est plus de l'ordre de 300 euros entre la licence et le truc. Mais ça fait déjà une aide. Mais c'est, voilà. Déjà une incitation. Ouais. Après, il y a autre chose aussi qu'on pourrait voir. Et donc là, je fais un peu une diversion. Je n'en ai pas parlé à Paul Klotz parce que finalement, c'était un peu hors sujet. Mais il faut aussi se rendre compte que les entreprises et même les associations qui proposent de la pratique sportive, nous ne roulons pas sur l'or. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Mais ils ne font pas d'argent. On gagne, mais voilà, c'est pas énorme. Les associations sont vraiment très pauvres. Les associations sportives de natation, de judo, de ce que vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les contributions de l'ordre de 300 euros, c'est rien, parce que 300 euros pour 2 cours par semaine sur une quarantaine de semaines, ça fait quand même pas 1 euro le cours. Donc, c'est vraiment très peu. Et en fait, moi, je trouve personnellement, en tant que parent et même utilisatrice d'associations sportives, j'aimerais
pouvoir payer plus pour avoir un meilleur service, parfois des meilleures infrastructures, plus de coachs. Les associations sont débordées, n'ont pas assez de professionnels pour s'occuper des enfants et des adultes. Là, moi, j'ai regardé le club d'athlétisme adulte, pas très loin où j'habite, mais il y a genre 40 personnes pour un coach. Ouais. Je veux dire, c'est quand même difficile de faire de la grande qualité. Donc, on peut, bien sûr, mais sur le très long terme, c'est pas facile. Donc, voilà, il y aurait besoin, finalement, de remettre beaucoup plus d'argent dans ce système pour pouvoir aussi faire... fleurir aussi ces entreprises du sport où les loyers peut-être seraient moins chers, etc. pour pouvoir aussi avoir plus de propositions. C'est pas normal qu'il y ait 140 restaurants Gare de Lyon et 0 club de sport Gare de Lyon. Peut-être qu'on pourrait aussi inverser un peu la balance. Mais c'est donc, et lui il est très clair et c'est ce que vous dites tous les deux. Je me suis emporté là. Non, c'était bien. Ah ouais, c'est bien, c'est un truc de conviction, mais il faut qu'il y ait une implication politique. Et moi quand je t'entends parler là, je me rappelle de l'école, du collège, du lycée. On est méprisant envers 2 matières qui sont les arts plastiques ou la musique, voilà, et le sport, qui ne sont pas assez considérés. Et c'est là où on souffre de ça après en grandissant et d'un point de vue sociétal au sens large, c'est que si un politique dit on va mettre blinde sur le sport, les gens vont lui dire mais franchement, il n'y a pas mieux là, avec les guerres, l'armée, avec l'économie, nanana. Sauf qu'on oublie complètement ce qu'on s'est dit un peu plus tôt, c'est que tout l'argent qu'on met dans le sport, en fait, c'est de la rentabilité extrême parce qu'on se sent mieux, on dépense moins. Pour les finances publiques, c'est du bon sens. Donc en fait, si on avait conscience de ça, mais tout le monde serait d'accord pour faire ça en fait. Mais tu trouveras toujours des gens qui disent bah il y a mieux à faire. Alors que non en fait, non, il faut mettre de l'argent là-dedans. Mais ça tient au fait que culturellement, on néglige et on méprise toujours encore ces domaines-là, et notamment le sport. Et on parle toujours d'utopie, genre ah oui, tu parles de ça, mais bon, il y a d'autres choses à régler avant. Ouais. Alors qu'en réalité, non, je pense que on parle de la dette. Quand tu dis que 1 euro dans le sport, c'est 13 à 17 euros d'économie de finances publiques, putain, on est obsédé par la dette. Là, on a une ficelle évidente qui est à nos mains, qui va nous faire du bien à tous en tant qu'individus et qui va faire du bien à l'échelle de la société, qui est ce qu'on attend en fait. Et aussi de la planète au final. Mais bien sûr, il en a parlé ça à la fin. Donc lui, il est déterminé, et toi tu le dis souvent dans les épisodes de podcast, mais oui, il faut que les politiques s'impliquent sur cette question-là. Elle est facile à prendre en charge, elle est facile à prendre en main, on en connaît les tenants et les aboutissants, et en plus il est prouvé que ça aide. Oui, mais comme dit Paul Klotz, ça va prendre son temps, et pour qu'il devienne président, il en aura peut-être pour 15-20 ans, et donc voilà, ça va prendre malheureusement, je pense, encore au moins 15-20 ans, un peu comme la lutte pour l'écologie a pris beaucoup plus de temps que prévu et continue à prendre plus de temps que prévu pour des grandes actions. Ce sera un peu, je pense, on est vraiment dans le même esprit et état de lutte. D'un combat à mener. Exactement. Et donc c'est long, des changements sociétaux et culturels qui se font sur le temps long. Mais et d'ailleurs, c'est souvent parfois des penseurs comme ça sur des grandes idées politiques qui disent voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, on devra y aller. Enfin, ça se fera à un moment donné. Donc, que ça se fasse maintenant ou que ça se fasse dans 30 ans, ça va se faire. Ouais, mais c'est juste que c'est vrai que quand on est dans nous, on a l'impression que c'est beaucoup trop lent et que ça rame. Mais non, mais vous le disiez, il y a beaucoup plus d'enfants obèses aujourd'hui que d'enfants sous-nutris. Sous-nourris. On attend quoi en fait, je veux dire, alors qu'on sait que c'est rentable. Non mais quand on dit à la fin ça va nous coûter plus cher que ce que ça nous rapporte, je veux bien. Mais là en plus on sait que ça va nous rapporter des sous, ou en tout cas que ça va nous en faire dépenser moins. Donc c'est quoi le truc en fait? Moi ça m'a rendu fou ça. C'est parfois, les gens après on peut aussi t'opposer à oui la paix dans le monde c'est mieux que la guerre. Mais bon, il y en a toujours. Non, mais c'est-à-dire que voilà, ça prend toujours énormément de temps. Parfois, il y a des retours en arrière, des reculades. Il faut ouvrir des vannes et donner de l'argent et ça va en ramener. Enfin, c'est pas compliqué à mettre en place, quoi. C'est pas un truc abstrait. David, président. Non, mais tu vois, je fais un ticket avec Paul Klotz. Non, mais lui, il est déterminé. Ça, c'était important, en fait. Il y a un truc qui m'a passionné dans ce que vous vous êtes dit, c'est qu'à un moment, l'État peut pas non plus être interventionniste. Vous avez pris l'exemple t'as pris l'exemple de la gare de Lyon où il y a plein de trucs à bouffer. L'État peut pas dire. J'en peux plus de la gare de Lyon. Non mais l'État peut pas dire à Starbucks, à McDonald's ou à, faut que j'en dise une troisième, Columbus Café, dire vous n'avez pas le droit de vendre des macchiatos ou des machins, des lattés avec de la crème parce que c'est pas bon pour la santé. Ils peuvent pas. C'est une entreprise, c'est normal. Et puis moi en tant qu'entrepreneur, tu vas pas je porterais très mal que l'État intervienne pour me dire ça oui, ça non. Tu vois. Bon, l'alcool, le tabac, mais en dehors de ça, tu vois. Mais moi, il y a un truc pour lequel je pense que l'État, sur lequel il devrait se positionner, c'est sur le message qu'on envoie. Le marketing. Le marketing et le merchandising.
moi, j'ai aucun problème à me dire qu'il y a des Starbucks qui vendent de la merde ou des McDo qui vendent de la merde. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est les pubs qui vont rendre le burger hyper sexy. Je vais très souvent chez McDonald's. Et voilà, je sais où est le problème. Ou le Starbucks hyper sexy, qui font que les gens qui n'ont pas l'information, pas la volonté, pas l'envie, parce que parfois t'as envie de te le taper en fait, ton cheese, et t'es très content. Mais si on t'en faisait pas la pub, si tu le voyais pas en 4x3 immense avec la tranche de cheddar. Des sportifs de haut niveau qui en font la promotion. Donc la promotion, ça devrait être réglementé. Ça devrait être réglementé. Comme les paquets de cigarettes ou l'alcool. Comme les paquets de cigarettes ou l'alcool ou les jouets pour enfants dans les stations-service. Ça devrait être interdit. Est-ce que tu veux raconter ton histoire ou est-ce que tu te fais ton podcast ça devrait spécial être... Un jour, j'ai ma fille, donc j'ai aussi connu l'histoire. Je vais aux toilettes, je te laisse raconter tout. Un jour, je rentre dans une station-service et ma fille qui était petite, elle l'est toujours, mais elle était encore plus, voit une petite peluche qui n'a rien à foutre dans une station-service où tu vas mettre de l'essence et à la limite acheter un sandwich de la flotte. Déjà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop d'offres à bouffer, à boire, mais ça c'est un autre sujet. Mais bon, tu peux comprendre que ce soit là. Les peluches, franchement, on va pas dans une station-service pour acheter un crocodile ou un tigre en peluche. On n'y va pas pour ça. Il y en a partout. Sauf que voilà, les mecs sont dit, les gosses sont là, ils sont KO, ils sont fatigués. Voilà. Et donc on les met à 1 mètre du sol, ils les voient. Donc un jour ma fille me dit, je veux ça. Et en fait, elle en avait plein. Et je sais pas, à un moment, juste par principe, je lui dis non en fait. Parce que sinon, c'est la porte ouverte Heureusement que tu dis à non. toutes les stations-service. Ouais, mais c'est dur. C'est dur en fait. Et je me suis dit, putain, j'en ai plein le dos de me retrouver dans cette situation à être celui qui dit non. J'ai trouvé ça hyper injuste et je me suis dit, Total m'oblige à être ce con de père qui contrarie sa fille. Je veux pas être cette personne-là. Donc j'ai pris ma fille qui était déjà en train de pleurer parce que je lui disais non. Je l'ai mis sur la caisse à la dame et ça faisait déjà 10 minutes que j'ai hurlé dans le truc, pas contre ma fille mais contre ce système, et tous les gens me regardaient. Je l'ai mis sur la caisse et j'ai dit à la caissière, maintenant vous lui dites que vous n'allez pas lui vendre ce truc. Voilà, parce que... Et donc la caissière a été atterrée. La pauvre, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais voilà. Et donc elle a fini par lui dire ça et je suis reparti. Mais ça devrait être interdit qu'ils existent. Fin de la parenthèse. Non, mais qu'elles existent ces trucs-là, mais qu'elles soient mis à 4 mètres d'eau. Et que si les parents veuillent le faire, de la même manière que quand j'étais gosse, les magazines porno étaient en haut des... Non mais, tu vois, nous on a connu ça. Moi je me souviens que... Les VHS du vidéoclub, voilà. Elles étaient derrière une petite porte noire. Et ben c'est normal. Et c'est ok. Et ben pareil pour les jouets dans la station-service. Et donc pareil pour les burgers et les macchiatos. Ben ok, faites commerce de ça, mais par contre... Vous êtes au sous-sol du fond de la gare. Ouais, pas de promotion, pas de truc. Sans parler d'être au sous-sol, pas de photos. Voilà, là l'État pourrait intervenir. Oui, ou par exemple dans les supermarchés, on pourrait mettre les bouteilles de... Tu te sens mieux ? Désolé. Je fais du bien, tu vois, parfois, de se lâcher. Non, mais on pourrait peut-être mettre, donc, en plus de toutes ces taxes soda, malbouffe, qui ont énormément de mal à arriver, alors que tout le monde est d'accord. Trop de lobby. Tout le monde. Tu vas faire un sondage à la population, tout le monde. Tout âge confondu, toutes conditions sociales confondues, serait d'accord pour mettre de la taxe sur les sodas et la malbouffe. Bah oui. Mais ça se fait pas, parce que lobby et parce que pas les cojones politiques de le faire. Mais on pourrait peut-être aussi, dans les supermarchés, mettre, imposer déjà moins de sodas, peut-être un certain pourcentage par rapport aux rayons de malbouffe par rapport à toute cette bouffe, et en effet peut-être mettre les sodas ultra haut, loin, difficiles à moins avoir. Taxer d'autres boissons d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de prélèvements entrepreneuriaux, peut-être que on pourrait inventer un label. Moins de TVA, voilà. Une TVA diminuée sur la qualité nutritionnelle et de production. T'as un label qualitatif, t'es validé par ce label qualitatif, et ben t'as le droit directement à avoir un taux d'imposition moindre si t'es là entrepreneur. Et ça, mais en 2 ans, ça fait tout changer les choses. Déjà, rien que l'impact de Yuka a eu énorme. Bravo, Yuka, sur certaines recettes des produits industriels. Ils ont quand même de l'effet. Sûr, parce que les industriels, au bout d'un moment, ils se disent qu'on a tous Yuka dans la poche et que moi, par exemple, je scanne tout. Moi aussi. Et ben franchement, du coup, les industriels, ils vont voir Yuka aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une source de revenus pour Yuka, et c'est un cercle vertueux pour dire comment on fait pour être mieux noté. Aidez-nous à faire mieux, à faire plus propre, à faire plus écolo. Quelle peut être la recette. Exactement. Tout à fait. Il est dingue cet épisode. Il était génial cet épisode. Pour moi, c'est Président, let's go. Oui. Je vais faire une affiche dans mon jardin. Paul Klotz. Attention parce qu'il n'est pas encore connu. Il va falloir que tu fasses un devoir de pédagogie. Pour l'instant, il est. Oui, non, si, ça va marcher. Et du coup, quel espoir de cette jeunesse. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il est jeune et voilà, il porte aussi un futur joyeux pour les générations qui arrivent. C'est magnifique. Non, c'est chouette. Mais bon, voilà, rappelons-nous de prendre vraiment conscience de ces histoires de sédentarité. Moi, j'ai trouvé cet épisode hyper concernant. Je veux dire, c'est vraiment un épisode dans lequel
tout le monde peut se dire waouh, mais je suis tellement ça et je suis tellement loin de ce qu'il faudrait faire. Donc soi-même, mais aussi comment sociétalement on peut faire changer les choses et comment on peut en parler aussi et faire prendre conscience, parce que je sais que dans mes followers, il y a des directeurs de supermarchés. J'en connais d'ailleurs personnellement une. Donc on peut faire, elle me regarde, je sais, et je t'embrasse. Ah bon, cool. Mais je sais que son prénom commence par M. Mais je sais que voilà, vous avez aussi la possibilité de faire changer les choses. On est suivi par des gens qui ont des jobs à responsabilité importante, que ce soit dans les entreprises pour faire, pour glamouriser vos escaliers ou pour pour inciter les gens à plus consommer des produits qualitatifs, exactement. Ou voilà, pour que dans les cafétérias, il y ait davantage d'amandes, de pommes, de bananes, plus que des énièmes Kinder Bueno, Nuts, Lion et j'en passe. Donc, vous pouvez faire changer les choses. En fait, chacun, on a notre petit rôle à jouer. Je suis en train de penser à M, ton amie directrice d'un centre commercial, qui va peut-être du coup mettre un petit panneau « vous préfériez pas un bon kombucha ?» Mais tu sais qu'elle le fait, je sais parce que j'échange beaucoup avec elle, on s'entend très bien. Elle le fait, elle fait très attention pour justement mettre en avant les produits, les fruits et légumes locaux des producteurs. Trop bien. Mais malheureusement, elle me le dit, j'ai du mal. C'est pas ça qui est le plus acheté. Et pourtant, c'est en premier dans le magasin, énorme pub, nanana. Donc faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, voilà. Elle le fait, mais c'est dur. Et en fait, la culture sociétale, c'est un temps long. Et il faut, nous aussi, David, toi, moi, il faut qu'on l'accepte. Et c'est vrai que parfois, les gens... faut qu'on se calme. Tous, même vous aussi, les auditeurs, parce que je sais que parfois dans les commentaires, vous m'envoyez des messages Instagram et tout. J'en ai marre, j'ai encore vu ça, nanana. Ma fille qui a un emploi du temps horrible, elle est assise toute la journée, vous m'envoyez des messages comme ça, je n'y peux rien. Mais il faut aussi que nous, qui sommes déjà très éduqués, conscients sur ce sujet, augmentions notre quotient émotionnel. Regardez l'épisode d'avant et soyons plus patients aussi dans le changement des choses. Oui. C'était magnifique. Merci à Paul Klotz d'être venu répondre à notre interview. Et il est venu parce qu'il sait que ce podcast est très important et qu'il est beaucoup vu. Grâce à vous. Parce que vous nous écoutez et que vous vous abonnez et que vous likez, que vous commentez, que vous partagez ce podcast. Si vous l'aimez, la meilleure façon de nous aider, c'est de le partager. Envoyez le lien par WhatsApp à vos amis, à votre mère, à vos copains. Pour le faire entendre davantage ce message et nous aider à développer ce magnifique projet que nous avons. Trop bien, merci. Bonne fin de semaine, bonne semaine et bon courage. Faites du sport, salut.